Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 28 février 2021, j'étais l'invité de CNews pour parler de la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Alors c'était une émission un petit peu longue, elle durait 1h46 et pour vous rendre ça plus digeste, je l'ai condensé en gardant simplement les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres sur ce sujet et vous permettre d'avoir un truc qui soit un petit peu plus digeste que cette longue émission. Voilà, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui et comme toujours, je vous retrouve à la fin. J'accueille sur ce plateau mes invités. Farida Adlani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente MoDem de la région Île-de-France. Serge Fedenbusch, bonsoir. Vous êtes fondateur d'Aimer Paris, proche du Rassemblement national. Jean-Paul Hamon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et puis j'accueille également Antoine Léaumont qui arrive sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes orateur national de la France insoumise. Docteur Hamon, est-ce qu'on peut attendre le week-end prochain pour prendre de nouvelles mesures? On est à 3458 cas en réanimation. On était à 3200 cas en réanimation il y a encore 2 mois. Ça grimpe, mais ça grimpe doucement. Moi, ce qui m'énerve vraiment prodigieusement, c'est que j'ai alerté le ministre de la Santé, j'ai alerté le cabinet de M. Castex pour dire que j'avais rencontré quelqu'un qui fabrique un appareil de purification d'air qui détruit le virus. Dans 50 mètres carrés, ça permettrait de sécuriser les classes, ça permettrait de sécuriser les restaurants. Il y a un boîtier qu'on pose sur une table et ça nettoie sur 15 mètres carrés, sur 2 mètres 50. J'ai alerté, j'ai mis des SMS, personne n'a encore téléphoné, n'a pris contact avec cette boîte qui est une boîte de Nantes. Ça fait maintenant 11 jours que le ministre le sait, que le cabinet du Premier ministre le sait. Personne ne bouge. Je me demande ce qu'ils foutent. C'est vraiment qu'on aille vérifier si ces gens-là sont sérieux. Je pense sincèrement qu'ils sont sérieux parce que je les ai fait interroger par un des amis qui est pointu là-dessus, qui m'a confirmé que c'était une boîte sérieuse. Et je suis vraiment écœuré de voir que personne n'a bougé au ministère. On a une armée de fonctionnaires, on a une armée de techniciens. Personne ne va vérifier si ces gens-là détruisent réellement le virus. C'est totalement sûr pour la population. C'est pas un truc à base d'ozone. On peut l'utiliser en présence publique. Imaginez qu'on puisse sécuriser les classes, qu'on puisse sécuriser les petits commerces, qu'on puisse sécuriser les salles d'attente et les restaurants et personne ne bouge. C'est pas comme s'il y avait une pandémie. Ce que vous nous dites en fait, c'est qu'on est toujours avec les mêmes solutions. Mais il y a une inertie. Non, ce que je dis, c'est qu'on a une administration qui est complètement inerte, qui nous étouffe et qui ne bosse pas. Et qui ne bosse pas, qui ne va même pas vérifier si cette boîte-là est sérieuse. Moi, je suis fou de rage depuis 11 jours. Antoine Léaumont, vous sentez le gouvernement paniquer parce que là, il a une stratégie qui est la territorialisation et pour l'instant, il ne change pas de stratégie. Il a l'air très clair sur ce point-là. Vous sentez une panique, vous, au sein du gouvernement? Moi, je voudrais dire d'abord que je partage complètement ce qu'a dit M. Hamon. Les gens en ont vraiment ras-le-bol du fait que ce gouvernement est toujours sur les mêmes méthodes depuis le début de la crise. Je veux dire, ils ont raté à peu près tout ce qui était possible de rater. Les masques, ils ont raté. Les tests, ils ont raté. Le début de la campagne de vaccination, ils ont raté. Mais oui, mais au début, on n'en avait pas. Ils n'étaient pas capables de réquisitionner. Par exemple, l'industrie, les laboratoires vétérinaires demandaient à être réquisitionnés. Toujours un temps de retard, c'est ce que vous dites. Les cliniques privées demandaient à être réquisitionnées. Donc, le gouvernement n'utilise pas la puissance de l'État. Et au final, on s'en rend compte. Typiquement dans ce genre de situation, effectivement, si on veut essayer de limiter la circulation du virus, la meilleure chose à faire, on nous l'a toujours dit, c'est d'aérer les fenêtres, d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Donc si on a des filtres qu'on appelle très efficaces pour détruire ce virus, je ne comprends pas, surtout si on a une industrie française qui est capable de le produire, je ne comprends pas, et il est incompréhensible pour les Français qu'on ne mette pas tous nos moyens là-dedans. Je veux dire, quand on fait une économie de guerre, puisque M. Macron prétend qu'on est en guerre, on est capable de réquisitionner l'intégralité de l'industrie pour mener le combat, pour porter les armes de la France contre un ennemi. Là, si on considère qu'on est en guerre, alors il faut porter l'intégralité des armes de la France contre cet ennemi. Si on suit la logique du gouvernement, mais ce n'est pas un ennemi, c'est un virus. On sait le traiter, on comprend de plus en plus comment il fonctionne. Donc, on sait le traiter, on n'a pas de traitement. Non, je veux dire, on sait le traiter pour la question de la circulation de l'air, par exemple. On ne comprend pas pourquoi ce gouvernement continue à faire des mesures qui sont des mesures autoritaires de ce type-là, peu concertées avec les gens. Les gens en ont ras-le-bol. Honnêtement, qu'ils essayent de confiner le week-end, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais précisément, docteur, on annonce de nouvelles mesures de restriction, mais on a déjà un couvre-feu à 18h, un confinement le week-end dans certains départements. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure supplémentaire? La prochaine étape, c'est le confinement. L'étape prochaine, c'est le confinement, mais c'est vrai que je suis un peu surpris, effectivement, le couvre-feu à 20h qui a été avancé à 18h en nous disant qu'en Guyane, ça marchait. Mais en
Guyane, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de transport, il y a très peu de transports en commun. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des gens qui se sont entassés dans les transports pour être rentrés chez eux à 18h, ou dans les commerces pour être chez eux en 18h. Vous dites que c'est inefficace comme mesure de couvre-feu? Regardez ce qui s'est passé à Nice quand ils ont fermé le week-end. Regardez les magasins du vendredi soir, ça a été absolument bondé. Donc si vous voulez, là il y a un moment où il faut arrêter d'étrangler les Français. Le couvre-feu à 20h, c'était parfait. 18h, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Là, les classes, j'espère que les tests salivaires vont enfin arriver dans les classes, qu'on puisse tout de suite isoler, fermer les classes où il y a des gamins qui sont touchés, parce que là, à la première vague, les enfants n'étaient pas touchés, mais là maintenant on sait que les enfants sont touchés, qu'ils sont contaminants, donc il faut absolument qu'on puisse fermer classe par classe, qu'on ait les tests salivaires, parce que si on ferme les écoles, je peux vous dire que là, c'est ce qui est prévu dans 500 établissements en Ile-de-France à partir de demain, des tests salivaires, effectivement. Ça va être dramatique de fermer les écoles, parce qu'à ce moment-là, les gens ressortent, des gens qui sont déjà en télétravail. Le gouvernement ne l'envisage pas pour le moment, hein. La priorité, c'est vraiment de garder les écoles ouvertes. On comprend bien que c'est pas facile de gouverner en ce moment, mais là, franchement, sur un coup comme ce que je vous ai raconté, d'une entreprise nantaise qui fabrique des trucs, qui fabrique un purificateur d'air qui détruit le virus et qui est nettement supérieur à ce que font les autres purificateurs d'air, c'est pas un purificateur d'air ordinaire. Il faut chercher d'autres solutions. Que les gens ne prennent pas la peine, mais que les gens ne prennent pas la peine, perdre 10 jours avant d'aller vérifier que cette boîte-là est sérieuse, moi vraiment ça me désespère. Docteur Hamon, est-ce que vous sentez vraiment que la pression est en train d'augmenter en Ile-de-France? C'est quelque chose que vous voyez au quotidien? Mais on voit des gens qui, vous savez, qui se vaccinent, qui sont très demandeurs de la vaccination. Et je voulais justement, encore une fois, la Direction Générale de la Santé se couvre de gloire, parce que normalement, la semaine prochaine, on devait vacciner. J'ai des rendez-vous pour vacciner 2 fois 20 personnes, jeudi et vendredi. Or, les pharmaciens ont reçu un courrier hier disant que peut-être qui serait livré mercredi ou jeudi. Ça veut dire que vous allez devoir annuler ces rendez-vous? Ça veut dire qu'on n'a pas que ça à faire, si vous voulez, déjà de prendre des rendez-vous, d'annuler les rendez-vous, de les reporter. Mais qu'est-ce qu'ils croient qu'on fait comme métier à la Direction Générale de la Santé? Quand je vois M. Salomon qui donne des interviews dans le journal du dimanche, qui est monsieur sans masque, monsieur sans test, et ce type-là, il est toujours là, on ne l'a pas touché. Mais quelle image ça donne aux Français de la réaction? Enfin, ce gars-là, c'est une administration qui est complètement inoxydable, intouchable. Et là, je peux vous dire que ça énerve aussi, ça. On a quand même brûlé des millions de masques. Au tout début de la crise, on a brûlé des millions de masques à cause de lourdeurs administratives de ce type-là. C'est quand même ahurissant quand on était en pénurie. Qui étaient en partie périmés. D'accord, mais entre des masques qui étaient en partie périmés et pas de masques du tout, je suis désolé, les gens ils préfèrent avoir. À la fin, ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils se sont construits eux-mêmes des masques et qu'ils ont organisé une solidarité en fabriquant des masques en tissu. Et le gouvernement n'a même pas été capable de réquisitionner l'industrie textile pour produire les masques comme c'était nécessaire. Serge Federbusch, est-ce qu'il faut tester systématiquement, peut-être une fois par semaine, tous les élèves de France? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est souhaitable selon vous? Moi, je crois qu'il faut arrêter de se fixer des mesures comme ça, très générales, dont on n'a pas les moyens, en fait, de venir à bout. Parce qu'il faut quand même reprendre les choses à la base. Ce virus, en fait, tue relativement peu. Il y a à peu près 2%. Quand même 85 000 morts en France. Il y a 2% de décès. Non, bien sûr, mais les 85 000 morts, ils sont là. Oui. Mais c'est exactement le pourcentage de la grippe. Et de la même manière que la grippe, il va y avoir des variants. Mais vous pouvez difficilement dire ça aux familles des victimes, par exemple, qui vous écoutent ce soir. C'est difficilement entendable, ce que vous dites. Quand on est victime de quelque chose, on souffre toujours, on a du mal à l'entendre. Cela dit, en politique, et quand il y a un problème de santé publique, on doit prendre des mesures qui sont efficaces globalement. On est face à un virus qui tue relativement peu, pas beaucoup plus aujourd'hui que le virus de la grippe, si on compare le nombre de gens contaminés et le nombre de gens qui décèdent. Vous n'allez pas nous redire ce soir que ce virus est une grippette, pardon. Non, je ne vous dis pas que c'est une grippette, je vous donne des chiffres. Il y a à peu près 4 400 000 personnes qui ont été contaminées et 85 000 morts. Si vous rapprochez les deux, vous arrivez à peu près à un taux de létalité qui est identique de celui de la grippe. Donc il faut sortir de la panique, il faut sortir de la gestion par la panique et prendre des mesures efficaces. Les mesures efficaces, c'est l'accroissement des capacités hospitalières, en tout cas leur adaptation, qui n'a pas du tout été véritablement faite depuis plus d'1 an maintenant, et ça c'est tout à fait coupable et pratiquement criminel, et l'application aussi, et la vaccination, et là on est lanterne rouge actuellement en matière de vaccination, parce que la seule raison réelle d'espérer actuellement dans cette situation, c'est la situation israélienne, où il semble que effectivement
pour le vaccin Pfizer soit efficace pour 94% des cas graves. C'est ça qu'il faut faire et y aller beaucoup plus fortement que ce qu'on a vu. Donc sur les deux vraies réponses, à savoir la réponse hospitalière et la réponse vaccinale, on n'a pas les bonnes réponses. Donc cessons de paniquer et trouvons les bonnes mesures. Antoine Léaumont, oui. C'est vrai qu'on est un peu perdu parce qu'on instaure de nouvelles mesures. Quand ça va un peu mieux, on allège les restrictions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop de restrictions? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Comment vous vous positionnez? Une des choses que vous dites pas dans votre raisonnement, c'est qu'à quel prix pour les libertés publiques, on en est au chiffre que vous dites. À quel prix? Enfin, je veux dire, le confinement 2 fois, des couvre-feux à 18h, bientôt on va être confiné le week-end. À quel prix? À quel prix on en est au niveau de un prix très lourd pour les libertés publiques. Je suis désolé, on peut pas dire que c'est un virus. Vous êtes d'accord avec moi là, on peut pas dire. Non, je suis pas d'accord avec. Non, je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord qu'on restreigne les libertés sans efficacité, sans résultat. Laissez Antoine Léaumont vous répondre, s'il vous plaît. Précisément, vous comparez la grippe au coronavirus, alors même que dans un cas, on s'est pris 2 confinements et des couvre-feux à 18h, dont par ailleurs je partage ce qui a été dit sur l'inefficacité. Je vous dis que la politique est inefficace et qu'il aurait fallu d'autres mesures. Et ensuite, quand vous parlez... Vous cherchez à tout prix à être en désaccord avec moi, là vous êtes d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables en termes de restriction des libertés publiques. Je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec vous. Je ne vous ai pas parlé des restrictions de liberté publique. Justement, précisément, c'est ce que vous oubliez dans votre raisonnement. C'est ce que vous oubliez dans votre raisonnement. C'est insupportable que le gouvernement n'a pas été capable de lutter contre le virus. Antoine Léaumont, allez-y. Je veux juste finir ce raisonnement. Vous ne mettez pas ça dans la balance et je suis désolé, c'est un problème. Moi, je suis opposé à ces restrictions de liberté publique. Ensuite, deuxième point, sur Israël. Effectivement, Israël, ils ont beaucoup de vaccins, mais pourquoi? Parce qu'ils ont négocié auprès de Pfizer directement. Et donc, on voit bien que dans cette logique de compétition internationale, ceux qui mettent le plus de fric vont avoir plus de vaccins. Donc, on se retrouve bien dans un problème qui sont beaucoup moins nombreux que nous aussi. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est l'argent qu'ils ont mis davantage que d'autres. Ils ont négocié ça, plus donner des données à Pfizer sur l'évolution de la maladie. Mais on peut aussi imaginer qu'il est plus facile de se procurer 10 millions de doses plutôt que 100 millions. Oui, mais ce qui est plus facile aussi, c'est d'exiger une licence libre sur les vaccins. Parce que là, on est dans une situation... On parlera du cas d'Israël à la fin de cette émission. Oui, mais juste sur le vaccin, un des problèmes qu'on a, c'est un problème de production. Et on a un des problèmes de production parce que des entreprises veulent faire du profit sur cette maladie. Pfizer, ils en sont à 15 milliards d'euros de bénéfices. On est en train de mettre dans la balance des milliards de dollars de bénéfices pour une entreprise et de l'autre côté des millions de morts. Moi, je ne suis pas d'accord pour une situation comme ça. Et il y a une proposition commune justement de l'Afrique du Sud et de l'Inde qui est soutenue très largement par de nombreux pays du monde de mettre ces vaccins en licence libre. L'Union européenne et la France, notamment d'Emmanuel Macron, s'y opposent. Moi, je pense qu'on aurait mieux fait d'avoir un gouvernement qui propose, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, la mise sous licence d'office de ces vaccins. Alors, on voulait vous montrer des images de Paris cet après-midi, puisqu'il a fait très beau dans la capitale aujourd'hui, et les Parisiens, naturellement, se sont promenés sur les quais de Seine. Regardez, il y avait foule aujourd'hui à Paris. La distanciation sociale, évidemment, il n'en est pas question sur ces images. Alors, évidemment, ça fait du bien. On a tous besoin de retrouver sa famille, de retrouver ses amis, d'aller se promener à Paris cet après-midi. Des images qui font du bien, mais qui sont aussi inquiétantes. C'est vrai, docteur, elles vous inquiètent, ces images ? C'est-à-dire que quand les gens sont mobiles, ça va encore, mais quand les gens sont assis, et j'en voyais plusieurs qui étaient face à face, sans masque, même à l'extérieur, il y a quand même des risques, de contamination. Ceci étant, il y en a moins que dans le métro. Et c'est là tout le problème. C'est vrai que les gens, ils ont besoin. Vous savez, ça fait un peu de bien de respirer. Et quand je vois ces gens-là, ils ont moins de risques là où ils sont que dans le métro. Et les gens de Nice, qui ont dû regarder la mer depuis leur fenêtre ce week-end, je sais pas si ça leur a fait du bien au moral, si vous voulez. Si vous voulez, là, si les gens n'ont pas l'occasion de respirer, qu'on soulève un petit peu le couvercle de la marmite, mais on va avoir effectivement, il n'y aura plus de personnes en réa, mais ils vont être en psychiatrie, les gens. Je vois vraiment des gens qui sont vraiment en train de craquer complètement, donc il faut leur donner un petit peu d'air. Et c'est vrai que là, les quais de Seine, certes, ils sont denses, la plupart des gens sont masqués, et puis il faut surtout pas fermer les parcs, même s'il faut faire, je sais pas moi, un tour de rôle, faire 1 heure ou 2, le droit d'aller se balader dans le parc, au moins que les gens prennent l'air, quoi. Antoine Léaumont, est-ce que le gouvernement tient suffisamment compte de l'aspect psychologique aussi de cette crise, puisqu'on est à un an de crise sanitaire maintenant et de restrictions? En tout cas, je pense qu'ils ont du mal à comprendre ce que c'est que la difficulté d'être confiné dans un 9 mètres carrés quand on fait ça depuis le salon de l'Élysée. À mon avis, c'est pas tout à fait la même réalité pour Monsieur Macron, un confinement, et pour les gens qui habitent dans des tout petits logements. Mais il y a
En fait, ce qui pose des problèmes aussi, c'est l'impression qu'on avance dans une société de plus en plus absurde. Le couvre-feu à 18h, on en parlait tout à l'heure. Une des libertés qu'on a perdues par rapport au confinement, c'est celle d'aller courir, par exemple, après 18h. Les gens, ils ont de moins en moins d'activités sportives et pour une raison absurde, ils ont décidé que c'est possible en confinement, c'est pas possible en couvre-feu. C'est totalement absurde. Vous le disiez tout à l'heure, quand les gens sont dehors, ils ont tendance à moins se contaminer. En fait, on a l'impression, avec la mise en place d'un couvre-feu le week-end, qu'on va empêcher les gens d'être dehors, justement, alors même qu'ils ont tendance à moins se contaminer à l'extérieur. Donc, du coup, ça donne l'impression qu'on fait en sorte que les gens, ils aillent au travail, ils prennent le métro, ils prennent des transports en commun, ils s'attrapent le Covid au travail, ils rentrent chez eux, ils le filent à leur famille, et le week-end, quand ils pourraient enfin sortir dehors pour prendre l'air et être dans un endroit où c'est potentiellement moins dangereux pour eux pour attraper le Covid, bah non, on fait quoi? On les met chez eux pour qu'encore ils leur filent à leur famille. Donc vraiment, au bout d'un moment, il y a une impression d'absurde, et c'est incompréhensible pour les gens, au bout d'un an de crise sanitaire où on ne sait pas où on va. Là, c'est quoi la prochaine deadline qui est donnée par le gouvernement pour, par exemple, la fin du couvre-feu? On ne sait pas. On ne sait pas, on navigue à vue. Un jour peut-être. Mais personne ne sait, hélas. Même les médecins, les scientifiques ne peuvent pas prédire la fin de la crise. C'est bien le problème et le drame de cette crise, précisément. Le problème de cette crise est qu'il n'y a pas de vue de long terme. Si ça dure encore 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va enfin se décider à faire marcher cette entreprise nantaise qui fait des filtres à air? Oui ou non? Est-ce qu'ils vont se poser la question du traitement? Est-ce qu'ils vont se poser d'autres questions que celle de juste le vaccin? Est-ce qu'on va développer des lits d'hôpitaux, par exemple, si c'est une mesure qu'on considère comme efficace? Je sais qu'on a eu le débat tout à l'heure pour savoir si oui ou non. Mais voilà, ce gouvernement nous donne l'impression de nous donner des rendez-vous tous les 15 jours sans savoir lui-même où il est en train d'aller. Et ça, pour les Français, c'est insupportable, incompréhensible. Les vaccinations, c'est vrai qu'on râle, mais le gouvernement n'y peut rien. On les a au compte-gouttes. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne sont pas foutus de gérer les stocks qu'ils ont et d'avertir les professionnels de santé. C'est inadmissible qu'on soit obligé de reporter des rendez-vous qui ont été pris la semaine d'avant parce qu'on nous avait annoncé qu'on allait avoir 400 doses ou qu'on allait nous annoncer qu'on allait avoir 30 doses dans nos cabinets et qu'on les a pas. Ça, c'est la faute de l'administration, si vous voulez. Bon, maintenant, les vaccins, quand vous dites qu'on en a pour plusieurs années, non, on n'en a pas pour plusieurs années, heureusement. Je pense que d'ici le mois d'octobre, l'industrie pharmaceutique, ceux qui n'ont pas été capables de fabriquer des vaccins, notamment comme en France, ils ont quand même la capacité à produire ces vaccins. Alors maintenant, l'affaire des brevets, bon, bah, ça c'est une chose, hein, mais bon, c'est des industriels, c'est important, mais de toute façon, vu le pognon qu'on dépense en chômage partiel, je peux vous dire qu'on peut indemniser les gens qui ont trouvé ce brevet, parce que rappelons quand même que le virus, il a été séquencé en 3 semaines, Moderna avait le vaccin au bout de 6 semaines. 6 semaines avec l'ARN messager, donc ces gens-là vont être capables de s'adapter aux variants et que si on a vacciné une partie de la population en octobre, on pourra revacciner avec un variant efficace et s'il y a un autre variant qui se manifeste, on pourra l'adapter. Et puis surtout, il y aura peut-être une morale à cette histoire, c'est qu'on va être contraint à la solidarité avec les pays pauvres. Parce que si on ne vaccine pas les pays pauvres, on va se reprendre à un autre variant qui va venir des pays pauvres, et là on va être obligé de revacciner, etc. Donc si vous voulez, là, il va falloir faire une politique mondiale de santé, et c'est peut-être la morale intéressante de cette affaire. Antoine Léaumont, on ne va pas refaire le débat autour des labos, on en a déjà beaucoup parlé, mais Valérie Pécresse aujourd'hui fait une proposition qui peut sembler intéressante. Elle dit il ne faut plus distribuer les doses de vaccins au prorata de la population, mais plutôt en fonction du nombre d'hospitalisations dans chaque département. C'est une proposition qui vous semble intéressante ? Honnêtement, j'en sais absolument rien. C'est des effets d'annonce. Mais moi, je veux vraiment revenir sur ça parce que je trouve ça très intéressant. Sanofi, effectivement, reçoit 1,3 milliard d'euros par an de crédit d'impôt compétitivité de recherche, de crédit de recherche. Ils sont infoutus de trouver ce vaccin. Donc, au bout d'un moment, l'État pourrait réquisitionner Sanofi pour leur dire maintenant, vous allez justement produire des vaccins au minimum. Mais vous dites que le gouvernement n'a aucune responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le gouvernement a reçu une proposition du gouvernement russe pour produire un vaccin qui est efficace, a priori, à 95%. Ils n'ont pas répondu. C'est quand même absurde. Les Russes nous proposent de produire un vaccin et on leur dit ni oui, ni non, ni merde. Rien du tout. On leur répond pas. L'Allemagne, eux, ont reçu la même proposition. Après nous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont répondu, ils ont dit oui, ok, d'accord, allez, on va s'y mettre, on va produire ce vaccin. Donc au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir de vaccin, si le gouvernement applique les mêmes logiques atlantistes stupides aussi à des questions scientifiques comme le vaccin que celles qu'il applique pour la politique internationale, franchement, on n'est pas sorti du sable.
Farida Adlani, sur la proposition de Valérie Pécresse, je sais que vous allez être d'accord puisque vous travaillez naturellement avec elle, mais quel serait l'intérêt? C'est une plus grande efficacité? Je travaille avec elle, c'est juste que c'est logique aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des départements qui sont très impactés, il y en a 20 qui sont aujourd'hui scrutés par le gouvernement. Il est clair que quand on voit, et ce que disait tout à l'heure le docteur Hamon, à savoir qu'il y a des retards même pour les médecins généralistes, on a vu aussi qu'il y avait des retards de livraison dans certains hôpitaux, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire sur la gestion des vaccins. Pour revenir aussi sur cette gestion des vaccins, on voit bien qu'on a commandé des vaccins avec l'Union européenne. On a vu que certains pays, comme la République tchèque, a commandé des vaccins au niveau de la Russie, et notamment le vaccin Sputnik. Donc justement, pour pallier au retard de livraison de l'Union européenne, ils ont fait cet effort et cette démarche d'aller demander et commander des vaccins au niveau de la Russie. Donc peut-être que c'est la solution. En tout cas, il faut absolument vacciner massivement. Et pour vacciner massivement, si on voit bien qu'il y a une tension au niveau mondial, une tension au niveau mondial. Donc cette tension au niveau mondial, eh bien, c'est vrai que entre les tests, entre le télétravail, entre le couvre-feu ou le confinement, il est clair qu'on ne pourra sortir de cette crise sanitaire que quand on aura vacciné la population. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Docteur Hamon, on a entendu Jérôme Salomon nous redire aujourd'hui ce qu'on entend beaucoup, il faut apprendre à vivre avec le virus. Mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre à vivre avec le virus? Parce que je n'ai pas l'impression que depuis un an, on ait appris à vivre avec, précisément. Si apprendre avec le virus, c'est rentrer chez soi à 18h, ne pas sortir le week-end... vous savez, j'ai vu des gens, moi j'ai vu des patients... c'est survivre là, alors on est dans la survie. J'ai vu des gens qui se sont mis à la boisson, là franchement, j'ai vu des gens qui s'étaient mis à picoler, mais sévèrement. Donc effectivement, là ce qu'il faut, c'est donner un peu d'espoir aux Français, c'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on a une période dure. On a, à mon avis, on a 2 mois à passer, là, 2 mois et demi. Pardon, mais ça fait un an qu'on nous dit qu'on a une période difficile devant nous. Mais je vous explique, là, on a quand même quelque chose par rapport à l'an dernier, on a des vaccins. On a des vaccins, on n'en a pas encore assez, mais ça va monter en puissance et la machine industrielle pharmaceutique va monter en puissance. Et les ARN messagers, sincèrement, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des vaccins qui vont s'adapter aux variants. Donc ça, là-dessus, on a ces 2 mois et demi à tenir, là. Après, il va faire beau, l'été, il va faire un peu mieux, etc. Donc on va pouvoir commencer à revivre un peu, mais le virus sera toujours présent, mais on aura vacciné un maximum de gens. Et de toute façon, au mois d'octobre, on aura de nouveaux vaccins s'il y a de nouveaux variants. Ça, là-dessus, j'en suis sûr. Et la capacité industrielle sera mise en place. Donc si vous voulez, là-dessus, on ira. Et si enfin on a des bécanes qui nous permettent de sécuriser justement les salles de classe, les petits commerces, etc., les restaurants, on commencera à vivre. On vivra différemment. Les gens porteront davantage de masques, etc. On voit bien que c'est quand même bénéfique parce que quand même, faut avoir une bonne nouvelle. Nous, dans nos cabinets, on voit plus de grippe et on voit plus de gastro-entérite. Les gens se lavent les mains, ils portent les masques. C'est une bonne chose, si vous voulez. Bon, ça a fait reculer les épidémies. Mais là, il faut donner quand même un peu d'espoir aux Français en se disant, moi, sincèrement, je pense qu'on en a encore pour 2 mois et demi et c'est ce que doit se dire aussi le gouvernement. Et j'espère qu'on va passer ces 2 mois et demi sans un nouveau confinement. Bon, un message d'espoir, ça fait du bien quand même. Oui. Antoine Léaumont, est-ce qu'on peut se dire aussi peut-être qu'avec l'arrivée des beaux jours, finalement, ça va devenir encore plus compliqué pour le gouvernement? Pourquoi? Parce que l'hiver, c'est quand même plus facile de rester chez soi. Avec l'arrivée du printemps, les beaux jours, on a envie de sortir, de voir des gens, de s'amuser. On arrive vraiment dans une période difficile, là. Non, c'est l'inverse. C'est plutôt une période dans laquelle il faut ouvrir. C'est une période dans laquelle il faut réouvrir précisément. Mais si on nous annonce un confinement la semaine prochaine? C'est absurde. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je trouve ça absurde de confiner le dimanche alors que c'est le moment où les gens peuvent être dehors, justement précisément parce que les beaux jours reviennent. C'est le moment où on peut ouvrir les fenêtres en grand et aller dehors. Donc plutôt l'arrivée des beaux jours, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lutter contre ce virus. Mais je voudrais revenir sur un point qui est presque jamais évoqué en fait nulle part. C'est que vous disiez tout à l'heure, les gens se mettent à picoler. Il y a plein de questions de santé publique qui sont en train de se poser. On a parlé de la santé psychiatrique, on parle de l'alcoolisme qui peut se redévelopper, mais il y a d'autres pathologies qui ne sont pas traitées du fait que les hôpitaux sont saturés. On repousse des opérations, le traitement de certaines maladies n'est pas fait en temps et en heure. Donc du coup, on peut avoir une deuxième fournée de trucs assez compliqués à gérer pour la partie santé. Mais juste sur la partie espoir et vivre avec le virus. En fait, moi je pense que quand ils disent qu'il faut vivre avec le virus, c'est qu'on n'éradique pas le virus par le vaccin. C'est pas on va vacciner tout le monde, une picouse, et puis pof, c'est guéri, c'est réglé, etc. Ce virus va continuer à circuler, et l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il mute de manière moins virulente, puisque c'est ce qui est arrivé à des virus comme la grippe, par exemple, qui sont devenus de moins en moins virulents avec le temps. Mais de fait, oui,
il va falloir vivre avec. Et justement, pour que les gens puissent avoir des perspectives d'espoir, il faut donner des horizons positifs. Il faut dire aux gens, eh bien, la réouverture des commerces, la réouverture des restaurants, ça peut se faire vers telle date. Commencez à donner des perspectives. Quand vous dites, dans 2 mois et demi, il faut tenir encore 2 mois et demi, et peut-être que là, on arrive au bout, et ben donner des perspectives de ce type-là, là oui, les gens ils peuvent se dire, ok, c'est dur pour tenir, mais on arrive vers quelque part. Le problème de ce gouvernement, à mon sens, c'est qu'il ne nous dit pas, je parlais tout à l'heure d'un truc tout con, mais franchement, courir après 18h, c'est un truc tout simple. Les gens, ça leur fait plaisir. C'est une manière de déstresser après le travail. C'est possible pendant le confinement de courir de minuit à 2h du matin, si vous voulez. Pourquoi c'est pas possible pendant le couvre-feu? C'est un truc absurde, incompréhensible. Pareil, quand les gens vont s'entasser dans des commerces jusqu'à 18h et font leurs courses tout tassées, les gens se rendent bien compte du fait qu'ils sont tassés, et précisément dans des endroits confinés. Donc tout ça n'est pas logique, n'est pas bien fait. Et là, franchement, une mesure de confinement le week-end, incompréhensible avec l'arrivée du printemps. Incompréhensible pour les gens. L'Allemagne a tranché. À partir de mardi, les habitants de Moselle devront fournir un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures pour passer la frontière. L'annonce a été faite à la suite d'un véritable bras de fer entre Paris et Berlin ce week-end. Mais pour certains élus, la mesure sera difficile à appliquer. Il faut se mettre en accord sur la réalisation. Donc moi, je pense que lundi, c'est quasiment pas applicable. Est-ce qu'il y a un nombre de tests suffisant? Comment c'est réalisé? Par qui? Parce que c'est facile de poser des mesures. Encore derrière, faut-il que l'application soit possible? Mais les tests presque quotidiens inquiètent déjà les 16 000 travailleurs frontaliers français qui se rendent chaque jour en Allemagne. Ici, dans le coin, Moselle et Sarre, Palatina, nous vivons ensemble. Et il faut trouver d'autres solutions. Déjà, le dernier confinement, il y a déjà eu des queues. On a été contrôlés à tour de bras, à la frontière, dans les entreprises. Ça crée un climat une mauvaise ambiance dont on n'a pas idée. Les règles d'entrée sur le territoire français restent inchangées. Les travailleurs frontaliers allemands restent dispensés de l'obligation de test PCR de moins de 72 heures. Antoine Léaumont, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que finalement, ce que démontre cette situation, c'est un peu la distorsion du couple franco-allemand. On nous rebat les oreilles du couple franco-allemand qui est censé être le moteur de bon, là, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le président Macron et la chancelière Merkel qui prennent les décisions? Elle est en train de nous imposer des mesures. Votre reportage disait qu'il y avait eu des discussions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bon, bah encore une fois, les Français sont en train de se coucher devant Madame Merkel. Ça ne change pas, c'est la même chose que d'habitude. Après, il y a d'autres questions qui pourraient être posées, par exemple, par les Allemands. Mais ça, c'est des questions qu'ils ne vont pas poser. La directive des travailleurs détachés, par exemple, ils comptent demander la suspension de cette directive travailleurs détachés ou non? Ça pourrait être des questions qui pourraient se poser du côté des Allemands. Mais non, ça, c'est intéressant pour leurs intérêts économiques. Donc, ils ne vont pas la poser. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire une politique de souveraineté comme ils le font tout le temps. Mais sauf que les Allemands, c'est les seuls à faire une politique de souveraineté en Europe. Nous, les Français, on est là. Ils veulent protéger leur population. Mais oui, mais la décision. C'est aussi le rôle d'un gouvernement de protéger sa population. Exactement. La décision qu'ils prennent, elle est logique. S'ils considèrent qu'il y a beaucoup de cas en France et que pour protéger la population allemande, il faut faire ça, ils sont en train de prendre une décision de souveraineté et de l'imposer à la France comme un État qui décide, qui prend des décisions. Ce que ne fait pas la France, ce que n'a pas fait la France dans la phase qui précédait l'arrivée justement du Covid dans notre pays et qui mène à des situations dans lesquelles on arrive ensuite. Mais vous voyez, ils le font d'une manière qui est extrêmement égoïste, qui est extrêmement insultante pour les Mosellans. En plus, leur dire vous allez faire un test par jour, sinon vous rentrez pas en Allemagne, c'est impossible. Le maire de Metz le disait, c'est rigoureusement impossible. Quand vous devez déjà faire vos courses avant 18h, aller travailler, aller chercher vos gosses à l'école, s'il faut rajouter en plus un test PCR, où on imagine la queue qu'il va y avoir pour faire le test PCR, s'il y a des tests pour pouvoir les faire, ce qu'ils sont en train de dire, c'est n'entrez pas sur le territoire allemand. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. S'ils le mettent à 24 heures, ça veut dire ça. S'ils le mettent à 48 heures, ça veut dire exactement la même chose. Donc ils sont en train de prendre une décision de souveraineté légitime de leur point de vue à eux, mais qui est une décision insultante pour les Français. Et de fait, oui, je pense qu'il faudrait, moi, prendre des mesures similaires, au moins pour dire, écoutez, vous faites ça, et la moindre des choses est que la même chose s'applique, la réciprocité s'applique. Sinon, on se fait marcher dessus et puis on dit merci, quoi. Pour ajouter une petite chose, regardez l'absurdité de la situation. Donc les Français ne peuvent pas aller en Allemagne, mais les travailleurs allemands peuvent venir en France où le virus circule. Donc du coup, c'est les travailleurs allemands qui viennent en France qui vont le faire circuler en Allemagne. Tout ça n'a pas de sens. C'est absurde. Vous avez raison de le dire. C'est absurde en réalité. Alors il y a bien une solution peut-être qui permettrait d'éviter cette situation avec l'Allemagne, c'est le pass sanitaire. Emmanuel Macron l'a évoqué jeudi dernier à l'issue d'un conseil européen. Écoutez. Quand je dis pass sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive
à un moment dans le printemps, à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Donc, il ne faut pas le lier au vaccin. C'est plus complexe que ça. C'est un ensemble qui permettra de mieux tester, d'identifier les gens et d'utiliser sans doute aussi les tests. Antoine Léaumont, si tous les pays autour de nous mettent en place ce pass sanitaire, la France, de toute façon, sera bien obligée de l'accepter. Non. Tout à l'heure, on en parlait justement de quand les autres prennent des décisions et que est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises décisions. Moi, je pense que c'est une mauvaise décision. C'est une décision effectivement attentatoire aux libertés. Et, mais nous n'avons plus de liberté aujourd'hui. Plus beaucoup, à cause de ce virus, précisément. C'est le virus qui nous prive de nos libertés. Avec vous, mais je suis pas d'accord pour avoir une carte qui me dit que je peux aller au théâtre ou au cinéma en fonction de ce que j'ai fait. Justement, si on dit il n'y a pas d'obligation, alors ça veut dire qu'il n'y a pas il ne doit pas y avoir de passe sur ça. Mais justement, le problème principal est celui de lutter contre la maladie. Là, ils sont encore en train de faire de la poudre de perlimpinpin pour allumer un autre sujet. Le problème réel, c'est lutter contre la maladie, comment on fait, et lutter contre les conséquences de la maladie. Parce qu'un des trucs dont on parle pas et dont on n'a pas parlé de la soirée, alors que c'est un problème extrêmement central, c'est l'augmentation de la pauvreté dans notre pays. Ça, c'est un autre problème qui est central. Monsieur Macron, il n'en parle jamais. Mais on est passé de 8 à 10 millions de pauvres. Il y a 8 millions de personnes aujourd'hui dans notre pays, la France, la 6e puissance économique du monde, qui ont recours à l'aide alimentaire. Il y a des étudiants qui font la queue pour aller manger. C'est pour ça qu'il faut finir très vite avec cette crise. Oui, le pass sanitaire est peut-être quelque chose qui... Non. C'est pas en faisant un pass sanitaire qu'on en finit avec une crise. C'est en faisant des vaccins, en les produisant. Ça permet peut-être de rouvrir des commerces. Ça permet de faire repartir un peu l'économie. Moi, je considère que c'est plus utile, par exemple, au lieu de parler du pass sanitaire, il ferait mieux de nous parler de ce dont on parlait tout à l'heure avec M. Hamon, qui est le traitement de l'air dans les restaurants. Ça, par exemple, il nous en parle jamais. Or, c'est une des questions centrales. Si on veut faire en sorte de rouvrir des lieux qui sont des lieux clos, une des solutions, mais en plus les plus évidentes, c'est de traiter l'air et de faire en sorte de détruire le virus avec le traitement de l'air. Il y a par exemple des filtres à ultraviolets qui existent, qui détruisent ce virus. Donc, ce pass sanitaire là, si les autres décident de le mettre en place, précisément, je trouve que ça serait une bonne chose que la France dise non, nous on fait pas ça, on n'est pas d'accord avec ça, c'est restrictif pour les libertés des Français et on n'appliquera pas cette mesure. Antoine Léaumont, simplement, est-ce que le retour des jours heureux promis par Emmanuel Macron, est-ce que vous y croyez? Vous pensez que ça arrivera un jour? Ou est-ce que, comme le dit le docteur Simeka, le monde a changé définitivement et nous ne retrouverons pas la légèreté que nous connaissions pour certains d'entre nous, en tout cas, avant cette crise? Je pense que les jours heureux, quand il y a 10 millions de pauvres dans notre pays, ne sont pas possibles. Pour moi, les jours heureux, ça sera... C'était l'objet de ma question, précisément. Justement, les jours heureux, c'était l'un des slogans de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, dans laquelle, par ailleurs, il avait alerté sur le risque de krach sanitaire dans notre pays. Mais bon. Mais non, les jours heureux, on les retrouvera quand on aura une société du partage, une société de l'entraide, quand on en finira avec ces espèces d'élevage industriel dans lesquels se concentrent potentiellement les prochaines maladies, les prochaines pandémies. Ça, oui, quand on mettra en place la planification écologique et qu'on essaiera de changer la constitution de notre pays actuel qui fait qu'un type tout seul avec son conseil de défense décide de mettre en confinement l'intégralité de la population. Là, oui, peut-être qu'on arrivera aux jours heureux, quand il n'y aura plus des gens qui mourront dans la rue, quand les étudiants feront pas des files d'attente pendant des plombes, quand nos soignants seront pas en train de se suicider parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour faire le travail. Là, peut-être qu'on arrivera aux jours heureux. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas du tout et on n'y sera certainement pas en juillet si on continue avec la politique d'Emmanuel Macron. Juste un dernier mot. Avant juillet, il y a juin. Et en juin, il y a des élections. Vous allez voir le résultat de la participation des élections régionales et départementales. Moi, j'attends de voir la participation à ces élections parce que l'autre problème que pose cette pandémie, et c'est cette absence d'espoir dans lequel nous met ce gouvernement, justement, en nous proposant aucun horizon heureux comme ceux que je viens d'évoquer juste avant, c'est que les gens n'ont pas envie, ils n'ont plus envie, ils n'ont même pas envie de participer, ça les intéresse pas. Et justement, moi, ce que j'aimerais dire ce soir aux gens, si c'est possible de passer ce message-là au moins, c'est que pour avoir les jours heureux, il faut se battre pour les avoir. C'est pas ils viendront naturellement quand on aura vaincu le virus. Il y a ensuite des batailles à mener pour obtenir ces jours heureux. Et je pense que si on veut les gagner, il faut se mobiliser dès maintenant, le faire. Nous, c'est ce qu'on propose avec la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent, ils peuvent aller signer sur Nous sommes pour. Allez, on a bien compris. Ça sera fait. On a bien compris. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis, bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit dans les commentaires de cette vidéo, parce que moi, ça m'aide beaucoup à savoir ce qui vous intéresse, les angles aussi que j'aurais pu utiliser ou ceux qui vous semblent les plus pertinents à utiliser dans ce type de sujet. Et du coup, ça m'aide beaucoup vraiment. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé.
En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!